Le chef de l'État a reçu successivement ce 18 février Cheikh Sidi Ali Belarabi, 12e calife général de la Tidjania venu d'Alger, et une délégation du groupe égyptien El Sewidi Électrique. Les questions religieuses et les questions économiques au centre des discussions. La présidente de la Fondation Grand Cœur débute en séjour de travail en Arabie Saoudite a échangé avec le secrétaire général du centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et le séjour. Examiner et valider l'outil de planification et de prise de décision, tel est l'objet de l'atelier de validation technique de la carte sanitaire 2019-2023 dont les travaux ont commencé hier. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, Elisabeth Noir, a reçu successivement ce 18 février Cheikh Sidi Ali Belarabi, 12e calife général de la Tidjania venu d'Alger, et une délégation du groupe égyptien Al Sewidi Électrique. Les questions religieuses ont constitué la première manche de l'audience et la deuxième aux questions économiques. Assira Nambatingar. Cheikh Sidi Ali Belarabi, le 12e calife général de la Tidjania, est au Tchad. Avant de communier avec les fidèles musulmans, il a sollicité rencontrer le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui n'a pas hésité à lui ouvrir ses portes. Il s'agit pour le 12e calife général de la Tidjania et sa suite de présenter les civilités d'usage au chef de l'État, mais aussi de lui dévoiler l'objet de leur séjour au Tchad. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui fait de la diversité culturelle et religieuse une richesse, trouve en ce déplacement de Cheikh Sidi Ali Belarabi au Tchad un appui dans sa politique de la paix et de la cohabitation religieuse pacifique sur lesquelles il veille quotidiennement au grain. Puisque de nos jours, des pervers tirent sur la fibre religieuse pour assouvir leurs macabres desseins dans la société. Convergence des points de vue. Les échanges entre les chefs de l'État et les visiteurs sont cordiaux. Comme les symboles parlent plus que les mots, le 12e calife général de la Tidjania a offert au chef de l'État Idriss Déby Itno un chapelet, le certificat de la Tidjania et le Saint-Coran, dans lequel se trouvent justement les messages d'amour du prochain et de la cohabitation pacifique que prône l'islam. Après Cheikh Sidi Ali Belarabi et sa suite, c'est une délégation des investisseurs égyptiens conduite par Ahmed El Sewidi qui est reçue par le chef de l'État. Le groupe El Sewidi Électrique est intéressé par les nombreuses opportunités d'affaires qu'offre le pays de Toumaï. Le secteur de l'électricité et des infrastructures ont particulièrement retenu l'attention du groupe El Sewidi Électrique qui, en croire son président directeur général Ahmed El Sewidi, opère dans plus de 10 pays. Le Tchad, qui a proclamé son émergence à l'horizon 2030, compte sur l'exploitation tous azimuts de ses potentialités économiques. Donc les investissements, qu'ils soient publics ou privés, sont les bienvenus pour gagner ce pari. Au sortir de l'audience, Ahmed El Sewidi, très ravi des échanges avec le chef de l'État, a dit que son groupe va travailler avec diligence pour que prennent corps rapidement tous les investissements envisagés au Tchad pour le profit mutuel de son groupe et du peuple tchadien. Arrivé hier, le 12e calife général de la Tidjania venu d'Alger, Cheikh Sidi Ali Belarabi, a reçu un accueil digne d'un grand à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Le film de son arrivée avec Amadei Abbas. Aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, il est 23h passé ce 17 février 2020. Au bord de cet avion de la compagnie algérienne se trouve un invité de marque, le calife mondial de Tidjane, Cheikh Sidi Ali Tidjani Belarabi. Il foule pour la première fois le sol tchadien. Au bas de la passerelle, pour l'accueillir, se trouve le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Khatr Issa, le conseiller à la présidence Djibril Saïd Emma et l'ambassadeur algérien au Tchad. À la sortie de l'aéroport, les fidèles de la confrérie Tidjane se sont mobilisés pour la circonstance. Et c'est au cri d'Allahu Akbar, qui veut dire Dieu est grand, que ces fidèles lui ont souhaité la bienvenue au Tchad, pays béni
disent-ils. Le but de son séjour au Tchad est d'œuvrer pour le renforcement de l'œuvre du prophète Mohammed, la fraternité, l'amour du prochain et du bon voisinage. Le calife mondial de Tidjane croit fermement en la prière pour que Dieu fasse descendre la paix et la tranquillité sur le Tchad. Le dignitaire religieux Cheikh Sidi Ali Tidjani Bel Arabi aura à passer 2 semaines au Tchad. Le président de la République a accordé ce matin une audience à une délégation d'investisseurs angolais. Le groupe est particulièrement intéressé par le secteur de l'élevage au Tchad. Djibril Noualouali. D'un investisseur à un autre, les relations entre le Tchad et l'Angola et la participation effective du secteur privé prennent forme. Mioro Dondo, le président du conseil d'administration du groupe UMD Participation et Investissement, l'une des grandes fortunes de l'Angola, a trouvé porte ouverte au Tchad où il décide d'investir. Au président de la République Idriss Déby Itno qui l'a reçu, Mioro Dondo a fait part du désir de son groupe de s'associer au gouvernement tchadien dans la cogestion des abattoirs modernes de Moundou, dont l'inauguration est prévue dans peu de temps. La taille de l'infrastructure, la qualité de ces installations et les espoirs placés en elles par les autorités tchadiennes ont attiré UMD Participation et Investissement, qui a été félicité et encouragé par le chef de l'État à saisir une opportunité inédite pour développer la filière viande et toutes ses chaînes de valeur. Convaincu des potentialités du Tchad dans le secteur, le groupe cherche surtout à placer l'Angola en tête de peloton dans l'exportation des produits de l'élevage, connaissant ses réels besoins en la matière, souligné avec insistance par le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço en personne, que ce soit à Luanda lors de la visite d'État du président Déby ou récemment à Addis Abeba, où les deux présidents ont eu un tête-à-tête. C'est justement cette parfaite entente au plus haut niveau et les différents accords existants que le groupe UMD, à la suite de la firme Boavida, veut saisir pour densifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Le secteur de l'élevage d'abord, puis d'autres domaines viendront s'ajouter, sachant que le groupe UMD Participation et Investissement comprend en son sein plus d'une dizaine de sociétés spécialisées, chacune dans un domaine donné. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinde Déby Itno, en ce jour de travail à Riyad, en Arabie Saoudite, a échangé avec le secrétaire général du Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et le secours. Un aperçu général sur le centre et le but recherché à travers sa création, notamment la recherche du bien-être de l'humanité. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinde Déby Itno, est à Riyad sur invitation du Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et le secours. La première rencontre inscrite dans son agenda de ce 18 février 2020 est tout naturellement celle avec le secrétaire général du dit centre, Dr Akwal Al-Ghamdi. La rencontre a duré 2 heures. Tout a commencé par une présentation succincte du Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et le secours. Il ressort de cette présentation que le dit centre est créé le 13 mai 2015. Il couvre actuellement 124 pays au monde et emploie 24 000 personnes. Selon son secrétaire général, son organisation a mis en œuvre en 2019 1130 projets couvrant divers domaines et divers pays d'un coût global de 4 milliards 268 millions de dollars américains. Ces projets ont été exécutés en partenariat avec 144 partenaires locaux, régionaux et internationaux. Intervenant à l'issue de la projection d'un film documentaire retraçant les différentes actions de la Fondation Grand Cœur, sa présidente fondatrice, Hinde Déby Itno, a précisé que le domaine d'intervention du Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et le secours est similaire à celui de la Fondation Grand Cœur. Au nom des couches vulnérables du Tchad, la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur a ensuite remercié vivement le roi Salman et à travers lui, le serviteur de deux saintes mosquées pour l'appui apporté à la Fondation Grand Cœur dans l'organisation des caravanes ophtalmologiques et pluridisciplinaires. Hinde Déby Itno a ensuite émis le vœu de voir le Centre Roi Salman accompagner la Fondation Grand Cœur dans ses projets en faveur de l'autonomisation de la femme et de la jeunesse,
ainsi que dans bien d'autres secteurs. Madame Habiba Saoulba, secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, remet ensuite officiellement au secrétaire général du Centre Roi Salman, Dr Akwal Al-Gamdi, le rapport d'activité de la Fondation Grand Cœur et le projet phare de la Fondation en attente de financement. En réponse, Dr Akwal Al-Gamdi dira que les différents projets soumis à son appréciation seront étudiés selon la procédure d'urgence et une suite sera donnée très rapidement. Le secrétaire général du Centre Roi Salman annonce l'envoi au Tchad d'une équipe de médecins devant prendre en charge les enfants souffrant de problèmes de cœur, la reconduction de 3 caravanes ophtalmologiques devant opérer plus de 1000 patients et une formation en médecine d'urgence à l'intention du personnel soignant du ministère de la Santé. Il a en outre remercié le Tchad pour l'accueil des réfugiés et déplacés sur son sol. Bref, les échanges entre la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur et le secrétaire général du Centre Roi Salman ont été bénéfiques. La Fondation Grand Cœur pourra désormais compter sur l'appui du Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et le secours dans l'accomplissement de ses actions de bienfaisance. Après le secrétaire général du Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et de secours, la première dame a rencontré le vice-président du Fonds saoudien pour le développement, Dr Khalid Al-Khouder. Retrouvons une fois de plus à Nasr Noviti. La recherche des financements pour le démarrage des projets phares de la Fondation Grand Cœur en faveur de l'autonomisation de la femme a conduit la présidente fondatrice Hind Déby Itno au siège du Fonds saoudien pour le développement. Au cours des échanges qui ont duré 1h30, la présidente de la Fondation Grand Cœur a décliné au vice-président du Fonds saoudien pour le développement, Dr Khalid Al-Khouder, les différentes actions de sa fondation en faveur de l'autonomisation de la femme. Chiffre à l'appui, Hind Déby Itno a précisé que l'année dernière, 1000 groupements féminins du Tchad ont été formés et 12 000 matériels agricoles et machines destinés aux activités génératrices de revenus sont offerts gratuitement aux bénéficiaires. Dans cette même veine, précise-t-elle, la Fondation Grand Cœur a construit et équipé la plupart des provinces du Tchad des centres de couture féminins. Les équipements vont des machines à coudre manuelles et électriques en passant par les machines à broderie, à tricoter et autres accessoires. Impressionné par les actions de la Fondation Grand Cœur, Dr Khalid Al-Khouder a déclaré séance tenante que son institution accompagnera la Fondation Grand Cœur dans son volet autonomisation de la femme. Le Tchad sera ainsi le 3e pays en Afrique à bénéficier de ces financements après la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est sur cette annonce impressionnante que la présidente de la Fondation Grand Cœur et la délégation qui l'accompagne ont pris congé de leur hôte. Une autre rencontre avec le secrétaire général de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane WAMI est également inscrite à l'agenda de la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur à Riyad, la capitale saoudienne. Restons toujours à Riyad, en Arabie Saoudite. La première dame a rencontré la colonie tchadienne résidant dans la capitale saoudienne, occasion pour la première dame de leur prodiguer quelques conseils. Je suis première dame du Tchad depuis 15 ans. C'est la première fois que j'effectue le déplacement de Riyad et l'occasion est tout indiquée pour moi de vous rencontrer à l'effet d'échanger avec vous, même si par ailleurs je suis ici pour une mission au nom de la Fondation Grand Cœur, a déclaré d'entrée de jeu la première dame du Tchad, Hind Déby Itno, aux membres de la colonie tchadienne vivant à Riyad, venus à sa rencontre. Intervenant en tant que présidente, fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hind Déby Itno a énuméré à l'assistance en quelques mots les actions de cette fondation qui a touché les 23 provinces du Tchad en un laps de temps. Rien qu'en 2019, 600 actions sociales ont été exécutées sur toute l'étendue du territoire national. La Fondation Grand Cœur a impacté la vie de 2 millions de personnes, dont la moitié est constituée de jeunes, a annoncé la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hind Déby Itno.
une annonce accueillie par des salves d'applaudissements. Les différents intervenants ont laissé entrevoir toute leur fierté et reconnaissance pour les actes de bienfaisance de la Fondation Grand Cœur et promis s'investir pour son rayonnement. Nous sommes fiers de vos actions, Madame la Présidente de la Fondation Grand Cœur. Que l'Éternel vous bénisse et guide vos pas pour vos actes de bienfaisance incommensurables, ont-ils clamé. En sa qualité de première dame du Tchad, Hinde Déby Itno a félicité les Tchadiens de Riyad pour leur comportement exemplaire et les a encouragés à être des dignes ambassadeurs du Tchad en terre de l'islam en respectant ses règles et lois. Clôturant la rencontre, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Zakaria Fadoul Kitri Junior, a demandé à ses compatriotes d'être des ambassadeurs de la Fondation Grand Cœur auprès des organisations saoudiennes de bienfaisance et toute âme charitable. Il a ensuite exprimé sa reconnaissance à la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinde Déby Itno, pour les multiples actions menées sur le terrain en faveur des couches défavorisées. Tout est bien qui finit bien. À l'issue de cette rencontre fraternelle, la première dame du Tchad, Hinde Déby Itno, a tenu à faire le tour des tables pour serrer les mains de chaque membre de la colonie vivant à Riyad, ayant assisté à la rencontre d'échange et de fraternité. Revenons ici au pays, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement tchadien et la société Al-Saoudi Électrique. La partie tchadienne est représentée par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Amit Amadkoua. Cet accord a été signé en présence du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebi Pamidebe, Mohamed Suleiman. Après avoir discuté avec le président de la République sur des sujets relatifs au développement énergétique, le président directeur général de la société Al-Saoudi et le gouvernement tchadien passent à l'acte. Les deux parties viennent de signer un protocole d'accord sur le développement de la production énergétique, la gouvernance de la Société nationale d'électricité et le développement des infrastructures énergétiques. Selon le président directeur général de la dite société, Ahmad El-Saoudi, le présent accord qui a une durée de 3 ans se matérialisera par un contrat. Ceci permettra à la société El-Saoudi électrique de financer les réalisations des projets prévus dans cette convention. Et puis le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme violent présenté ce matin le rapport de sa mission d'identification et d'enregistrement de désengagés de la secte Boko Haram dans le Tchad. L'objectif visé est de faire de plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires pour la réinsertion socio-professionnelle de repentis. Kalianga Foudna. Le rapport de la mission effectuée par les équipes d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme dans le cadre du projet d'identification et d'enrôlement des engagés de la secte Boko Haram dans la province du Lac est rendu public. Ce rapport révèle que 254 000 ex-adeptes de la secte Boko Haram, parmi lesquels des femmes et enfants, ont été recensés. Les responsables de cette association indiquent que cette opération s'est déroulée conformément au respect des droits de l'homme. Cependant, ils plaident pour une réinsertion socio-professionnelle rapide de ces reconvertis. Le bref du résultat, le nombre de désengagés dans la province du Lac Tchad est de 4142. Ça c'est jusqu'à octobre 2019. 4142. Le nombre de désengagés que nous avons profilé est de 2544. Le nombre total des enfants des désengagés est de 11 800. Chaque fiche comprend 6 pages avec photo d'identité et empreinte digitale. La base de données collectée, 15 264 pages en notre possession. Le respect des droits de l'homme a été assuré tout au long du processus à travers une codification de l'état civil des personnes désengagées. Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Jimé Arabi, qui a suivi de bout en bout cette présentation, relève que le dit rapport permettra au gouvernement de disposer d'une base de données fiable pour faciliter la réinsertion de ces ex-membres de la secte Boko Haram. Nous encourageons et félicitons le centre pour le travail parfait, le profilage qui a été fait, et nous demandons à ce que ce travail soit soutenu
par tous les partenaires pour permettre à notre pays d'avoir une base de données de tous ces repentis, de tous ces désengagés de Boko Haram, pour permettre vraiment à l'État de prendre des dispositions pour assurer une meilleure réinsertion sociale de ces personnes. Et j'exhorte aussi les partenaires vraiment à soutenir ces actions parce que c'est une base de données très importante qui puisse permettre au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer une meilleure réinsertion de ces personnes. Il est à noter que ce rapport sera transmis au comité interministériel pour des dispositions à prendre. La mission conduite par le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubrain, accompagné de son collègue de l'aviation civile Mohamed Tahir Orozi, dans quelques pays d'Afrique du centre et de l'ouest, vient de prendre fin, une mission au cours de laquelle le portefeuille de certains projets financés par la BAD et la BDAC ont été défendus. Après Abidjan, la délégation conduite par le ministre de l'économie et à la planification du développement a mis le cap sur Congo-Brazzaville, accueilli en pompe à l'aéroport international Maya Maya par la colonie tchadienne à Brazzaville. Dr Issa Doubrain et sa suite effectuent le déplacement du Congo pour défendre les portefeuilles du Tchad auprès de la Banque africaine de développement BAD. Une rencontre de haut niveau présidée par le président de la BDAC, Fortunato Ofa Mbochama. Il est question d'élever l'équivoque sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du portefeuille du projet du Tchad financé par la BDAC. Après quelques heures d'échange avec le président de cette institution bancaire, le ministre de l'économie et à la planification du développement, Dr Issa Doubrain, s'est prononcé sur les enjeux de cette rencontre. Nous avons aussi évoqué avec la BDAC d'autres possibilités de rendre concessionnelles certaines ressources qui sont, n'est-ce pas, disponibles sur le guichet financier, et nous allons essayer de travailler avec d'autres partenaires pour faire le blending de ces ressources qui sont actuellement encore non accessibles au Tchad parce que notre pays est un pays en sous-programme avec le FMI. Donc les facilités élargies du crédit nous obligent à respecter certaines conditionnalités. Et pour l'instant, nous devons ne pas dépasser le taux d'intérêt de 2%, ce qui nous prive de beaucoup de ressources. Le ministre Issa Doubrain a profité de cette rencontre en présence de l'ambassadeur du Tchad au Congo, Mbodou Seyd, pour adresser une invite officielle au nom du chef de l'État au président de la BDAC à l'effet de prendre part à 3 événements, le lancement et l'inauguration des infrastructures économiques de développement qui se dérouleront respectivement à Bangor, Laye et Moundou du 27 au 29 février 2020. Le président de la BDAC, qui s'est dit honoré, rassure le chef de la délégation de sa présence aux côtés du chef de l'État à ces différentes cérémonies. Atelier de validation technique de la carte sanitaire 2019-2023. Les travaux ont commencé hier à Mara. Durant 4 jours, les participants vont examiner et valider cet outil de planification et de prise de décision. C'est le ministre de la Santé, Mahmoud Youssouf Rayal, qui a ouvert les travaux. Ali Mohamed Bello. Les acteurs de la santé sont en conclave à Mara pour la validation technique de la carte sanitaire 2019-2023. Cette carte se veut un outil de planification et de prise de décision pour l'amélioration du système sanitaire. Je voudrais aussi ajouter qu'une carte sanitaire, ce n'est pas un outil figé, c'est un outil évolutif. C'est pour ça qu'il va falloir le revisiter de temps en temps pour le réactualiser et pour aussi actualiser certaines prises de décision. C'est une carte, monsieur le ministre, qui va orienter les investissements majeurs en santé publique. Le Tchad a l'ambition de disposer d'un système de santé performant. Et pour y arriver, cet outil qui orientera les actions de l'exécutif s'impose. Il convient de rappeler que, malgré quelques avancées, le système de santé mérite d'être amélioré car demeure confronté à des défis majeurs dans le domaine de la planification et du développement d'une offre de soins de qualité en adéquation avec la demande de l'heure en termes de santé. Il découle de ce défi un besoin réel de capacité nationale à planifier. Il y a donc urgence d'une optimisation dans la répartition des infrastructures, équipements sanitaires
et ressources humaines qualifiées et motivées. Le coup d'envoi des travaux est ainsi donné. 4 jours sont donc accordés aux acteurs pour analyser et valider les documents, lesquels visent bien évidemment l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est communiqué pour la suite du journal. Le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mohamed Ismail Chaibou, a officié la cérémonie de passation de service ce 18 février entre le directeur général du ministère sortant, Mohamed Zenal Hadjia, et l'entrant Gondoul Vikam. Le directeur général sortant appelle tous les agents du ministère à une bonne collaboration avec le nouveau directeur général. Installant le nouveau directeur général, le ministre Mohamed Ismail Chaibou a attiré l'attention des directeurs sur certaines pratiques peu orthodoxes qui n'honorent pas l'administration. Le directeur général du ministère de la Santé, Dr Rohingya Lao Ndomdo, a présidé hier à l'hôpital de l'Amitié Tchatchine la cérémonie de clôture de la caravane médicale initiée par la Fondation Grand Cœur et l'Institut Al-Azhar Sharif d'Égypte. Gayam Benguiri. La caravane médicale pluridisciplinaire organisée par la Fondation Grand Cœur, de concert avec l'Institut Al-Azhar Al-Sharif d'Égypte, a tenu toutes ses promesses à l'hôpital de l'Amitié Tchatchine. En une semaine, un nombre important de patients ont été consultés, dont plus de 300 ont été traités avec succès. Pour toutes ces opérations que vous avez pu effectuer, rien que pour cette caravane actuelle, 370 opérations chirurgicales effectuées, 26 635 patients consultés. C'est en soi une fierté et une grandeur. Et la Fondation Grand Cœur, qui dans toute son action, voici pratiquement presque 4 ans, accompagne la politique sanitaire du chef de l'État, vous remercie et vous présente sa gratitude. Cette caravane, selon le directeur général du ministère de la Santé publique, revêt une importance capitale. Cette mission, qui a commencé depuis une semaine, a vu l'aboutissement aujourd'hui. Et les résultats viennent d'être donnés. Ceci est largement au-delà de nos espoirs, on peut le dire, car en une semaine, arriver à faire un tel exploit est de l'engagement individuel et collectif. Le chef de l'équipe médicale, Achek Mamad Al-Abd, rassure ses interlocuteurs de la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement tchadien dans sa politique en matière de santé. Et puis cette nouvelle sportive dans le cadre de la première journée du tournoi féminin de l'UNIFAC qui se déroule à Malabo en Guinée équatoriale. L'équipe nationale de football féminin a fait un match nul avec la République centrafricaine à 0 but partout. Nous souhaitons bonne chance pour le reste de la compétition à nos ambassadrices. Dans la commune du 8e arrondissement, un cabinet de soins exerce sans aucune autorisation de fonctionnement a été fermé ce matin par l'équipe de la direction de supervision des formations sanitaires. On fait le point avec Maman Suleiman. Après avoir informé de l'existence du cabinet de soins Al-Rachida dans la commune 17e arrondissement, l'équipe de la direction de supervision des formations sanitaires de la commune 17e et 8e arrondissement a fait une descente dans cette structure sanitaire. Objectif, inspecter les 10 cabinets. Après ces contrôles, les autorités sanitaires constatent que ces cabinets de soins ne disposent d'aucune autorisation. Outre les problèmes d'autorisation, les conditions de travail de ces cabinets de soins ne correspondent pas aux normes requises. Ils ont préchargé des seringues qui sont, on ne sait pas quelle est la nature du produit. Et vous avez également constaté que là où ils consultent, vous avez vu, c'est un truc sous un hangar qui est très exigu, donc ça ne répond pas aux normes. Non seulement ça ne répond pas aux normes, mais aussi, vous n'avez pas vu quelqu'un même habillé en blouse. Les détenteurs de ces cabinets disent qu'ils ont bel et bien sollicité l'autorisation de fonctionner. Pour cette équipe, les dossiers d'autorisation sont en instance de validation au niveau du ministère de la Santé publique. Séance tenante, ce cabinet a été fermé par l'équipe d'inspection. Le
Le phénomène de la vente des médicaments de la rue ne cesse de prendre de l'ampleur. La qualité et les conditions de vente de ces produits n'ont-elles pas de conséquences sur la santé de la population? Élément de réponse dans ce reportage signé Hayat Nassour et Nokour Bakay. Malgré la volonté affichée par les autorités communales et les responsables en charge de la santé, le phénomène de la vente des médicaments de la rue persiste toujours. Des médicaments dont la majorité sont d'origine douteuse, souvent exposés à la merci de la nature, et cela même devant les hôpitaux. Imaginez alors les conséquences. Si certains sont néophytes en la matière, d'autres non. Infirmier de son état, avec plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine, Dimrangar ne trouve aucun inconvénient quant à ces médicaments. Comme les sérums anti-tétanos, ils doivent être gardés au frais et on ne les vend pas, par exemple. Les oxytoxines et autres. Mais ce n'est pas tous les médicaments qui doivent être gardés au frais. Pour ceux qui s'approvisionnent chez le docteur Choukou ou Jim, comme l'on a l'habitude de les désigner ainsi, les raisons n'en manquent pas. Je paye toujours les produits avec les vendeurs ambulants. Pourquoi? Parce que le coût de vie est devenu plus cher. Et avec le rythme de le niveau de vie économique dans ce pays en ce moment-là ne permet pas à tous les citoyens tchadiens d'aller à la pharmacie. Les médicaments de Dr Choukou et Jim là, c'est un peu rapide et c'est moins cher pour les cas sociaux. Vous voyez, avec un 5 000, tu peux trouver 3 glycosés. Du côté de l'Ordre national des pharmaciens du Tchad, il y a bien évidemment une grande différence entre les médicaments vendus dans la rue et ceux se trouvant dans les pharmacies. Sur le point de vue réglementaire, donc ceux qui sont vendus dans la pharmacie, c'est des médicaments qui respectent les normes. Par exemple, c'est pas n'importe qui doit ouvrir une pharmacie, c'est pas n'importe qui doit prescrire les médicaments, et c'est pas n'importe qui doit importer les médicaments. Donc, il y a la loi 24 et ces décrets d'application qui définissent qui doit exercer. Donc, ceux qui vendent les médicaments dans la rue, ils exercent illégalement. Donc, c'est de l'exercice illégal de la profession pharmaceutique. À en croire le pharmacien, ces médicaments ne sont pas sans conséquences sur la santé de l'homme. Les médicaments nécessitent des conditions de conservation. Alors, ces conditions de conservation, c'est lié liées à la température, à l'humidité et à la lumière. On doit le conserver à 37 degrés, cela veut dire que le produit, s'il est conservé à 37 degrés, il peut avoir une durée de vie de 2 ans. Donc si on le soumet à une température plus forte, sa durée de vie diminue. Ça, le premier risque. Donc il est prévu qu'il doit avoir une durée de vie de 3 ans, mais sa durée de vie peut diminuer à 1 an, voire à 6 mois et consort. La deuxième des choses, c'est qu'il peut se produire des réactions chimiques qui peuvent transformer le principe actif qui normalement doit guérir, il devient toxique et en avalant, on avale un poison et au lieu de guérir, ça va tuer. Comme l'a souligné le professionnel, pour combattre ces phénomènes, il est impérieux que les pouvoirs publics engagent des véritables actions tant sur la provenance de ces produits, le mode d'approvisionnement ainsi que toute la chaîne de responsabilité, car la santé de la population en dépend. Le PRAPS évalue les réalisations de l'année écoulée et mieux orienter celles de 2026 au cours d'une réunion présidée ce matin par la directrice générale adjointe du ministère de l'économie et de la planification du développement. Le Tchad est un pays d'élevage par excellence. Pour valoriser ce secteur, le gouvernement et ses partenaires multiplient des stratégies et programmes au bénéfice des pasteurs nomades. L'atelier de validation et du bilan s'inscrit dans cette logique. C'est un projet très important pour le Tchad, pour le monde rural, qu'aujourd'hui nous sommes en train d'examiner. Le PRAPS est un projet qui vient relever les défis du pastoralisme dans le Sahel. Le projet PRAPS a pour objectif de permettre aux pasteurs et agro-pasteurs de surmonter les challenges liés à la rareté des ressources naturelles, à l'insuffisance des zones pastorales, à l'inaccessibilité des points d'eau et autres infrastructures pastorales,
La liste est non exhaustive. La validation de ce document jette les nouvelles bases d'un programme qui va accentuer les activités pastorales dans le Sahel. Nous nous réunissons aujourd'hui pour examiner et adopter le programme d'activité 2020. Je souhaite que vos observations pertinentes puissent permettre d'améliorer et de valider ce programme d'activité 2020 afin de booster ce projet que nous attendons tous. Le document technique sur le pastoralisme qui intègre toutes les activités servira de feuille de route pour le développement du secteur pastoral. Présentation ce matin dans un hôtel de la place du résultat des opérations des collectes des données réalisées à travers la matrice de suivi de déplacement. Ce document permettra au gouvernement et ses partenaires de cerner les causes de déplacement et surtout appuyer les migrants. Palambisouka. Appuyer la compréhension des données sur le déplacement et la mobilité des populations pour faciliter la réalisation des engagements du Tchad, notamment relatifs à l'agenda 2030, c'est le souci qui a guidé l'Organisation pour les migrations au Tchad OIM à concevoir la matrice de suivi des déplacements des populations. C'est un système qui est censé collecter, traiter et partager les informations régulièrement pour donner aux partenaires étatiques et aussi d'autres divers partenaires une compréhension sur les mouvements de population, mais aussi quels sont les besoins de ces populations qui sont en mouvement. Donc l'objectif est un peu, on va dire, doux. En plus de donner la compréhension aux partenaires, mais aussi c'est un outil de plaidoyer pour permettre aux partenaires d'avoir des informations claires afin d'orienter leur stratégie des réponses au bénéfice de ces populations. Le coordonnateur de la matrice de suivi des déplacements, Moussa Yakin, révèle que l'opération de collecte des données a utilisé 4 outils, à savoir le suivi des mouvements de la population, celui des flux des populations, l'enregistrement des individus et ménages afin de cibler les bénéficiaires et la collecte des informations spécifiques pour concevoir cette base de données. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations au Tchad, le nombre de Tchadiens vivant à l'étranger est estimé à plus de 336 000. Il s'agit des données recueillies auprès des agences nationales des statistiques des pays hôtes. D'après la même source, de janvier à août 2019, plus de 116 000 migrants étrangers sont enregistrés au Tchad. Le chargé d'affaires de la mission diplomatique du Pays-Bas, Ben Gams, et ses proches collaborateurs ont effectué une visite ce matin à la Maison de la Femme pour s'entretenir avec les responsables de cette institution pour une bonne collaboration. Christelle Kalemdana. La question de la femme au Tchad intéresse également les partenaires et pays amis. Dans le but d'apporter sa contribution à l'épanouissement de la femme et s'imprégner des réalités, le chargé d'affaires de la mission diplomatique du Pays-Bas, Ben Gans, visite la Maison de la Femme. Accueilli par la directrice générale de cette institution, Amina Priscille Longo, le diplomate a visité les différents services, notamment celui de la restauration et de pâtisserie, le centre d'écoute, le service d'hébergement, de couture et la radio Voix de la Femme qui émet depuis le 29 octobre 2019 sur la fréquence de 97,9 MHz. Nous pensons la Maison de la Femme offre la formation à la jeune femme et aussi le jeune homme. Et ça, c'est pour nous la base d'une carrière professionnellement. Et donc, nous voulons parler sur un partenariat d'améliorer la domaine de formation ensemble avec la Maison de la Femme. La directrice générale de la Maison de la Femme se réjouit de cette visite qui témoigne, selon elle, des bonnes relations de coopération. On voit des mouvements diplomatiques de cette taille dans un pays, ça veut simplement dire que le pays se porte très bien sur tous les aspects. Et nous, ici, Maison nationale de la femme, sont très prêtes à accompagner toutes les missions diplomatiques qui sont prêtes aussi à soutenir la politique sociale du gouvernement. Un film retraçant l'historique de la Maison de la Femme a été projeté pour permettre à la délégation du diplomate néerlandais de comprendre les conditions de travail et la qualité des prestations de cette structure de l'État. Un tableau en guise de cadeau est offert au chargé d'affaires de la mission diplomatique du Pays-Bas.
Des militants de partis de l'opposition continuent de rallier le mouvement patriotique du salut dans le département de Mont-Ili. Un nombre important de militants a rallié le MPS. Moussa Abdoulaye. La localité de Bac-Point était l'avant-dernière étape de la mission du bureau politique national du MPS, conduite par Gayang Souaré. Ici, comme dans les autres villages, des centaines de militants de l'opposition ont rallié le MPS. Ces derniers viennent de l'UNDR, PDPT et du RNDT Le Réveil. Ils décident ainsi de contribuer au triomphe des idiots du mouvement patriotique du salut, MPS. Nous souhaitons être à vos côtés pour les grandes victoires, alors soyons unis. Tout en saluant cette adhésion massive, quelques cadres du MPS de la localité se sont relayés pour inviter la population du Mont-Kébi-Est en général à soutenir le président fondateur du parti dans son projet de l'émergence du Tchad à l'horizon 2030. Pour sa part, le chef de mission Gayang Souaré a appelé les militants du MPS à plus de mobilisation et surtout à se mettre en ordre de bataille pour remporter les prochaines élections. Vous avez décidé de regagner le MPS. Je vous invite donc à vous mettre au travail pour que aux prochaines élections, Bokti retrouve sa place dans le conseil des villages qui ont voté par le passé le MPS. Dans la localité de Koubor, un nombre important de militants de l'UNDR déposent leurs cartes et emblèmes du parti au profit du MPS. Les représentants des ralliés se disent déterminés. Tous aspirent au développement. Impressionnés par cette maturité politique de ces militants, Gayang Souaré a tenu à les encourager et à les inviter à plus de solidarité. À Mongo, dans la province du Guéra, le secrétaire exécutif du MPS du conseil communal a installé 3 bureaux. Il s'agit des bureaux du conseil du secteur de rassemblement de la jeunesse et celui des organisations féminines. Idriss Oumaridriss. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au secrétaire exécutif du MPS de la commune de Mongo. Il est venu installer les membres du conseil du secteur 3 dirigé par Mohamed Tidjani. Ce bureau a la lourde mission de sensibiliser et mobiliser les militants. Votre désignation au sein du bureau n'est pas le fruit du hasard. Choisi pour vos qualités intrinsèques et votre militantisme sans faille, vous devrez faire preuve de nationalisme hors pair pour galvaniser nos troupes et drainer beaucoup de militants derrière vous. Faisant d'une pierre deux coups, le secrétaire exécutif du MPS de la commune de Mongo a aussi installé les organisations féminines du MPS et les rassemblements de jeunes du même parti. Les membres de ce nouveau bureau se disent formellement engagés à relever les défis. Abdoulaye Mohamed Abdoulaye invite le militant à être soudé pour faire gagner le MPS aux prochaines élections. La Fondation Grand Cœur a mis à la disposition des organisations paysannes féminines de la province du Mont-Kébi-Est des matériels agricoles. La cérémonie de réception a vu la présence du gouverneur de la dite province, Barelej. La Fondation Grand Cœur honore la province du Mont-Kébi-Est. La gente féminine constitue la cible à travers cette remise des matériels. En dehors de celle-ci, les jeunes et autres catégories de personnes qui bénéficient des machines pour la dotation des centres de formation professionnelle en couture. Ces matériels de production agricole et ceux de formation de toutes les couches de la société témoignent de l'attachement de la première dame Inda Dibitnou aux côtés de ses sœurs. Vous devez veiller à leur utilisation à bon escient, car la Fondation Grand Cœur accompagne la politique du chef de l'État, chef du gouvernement, qui fait de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. Du côté des bénéficiaires, c'est la joie qui anime celle-ci. Nous disons merci à la première dame, Inda Dibitnou, qui donne de l'importance au monde rural pour amener l'agriculture à trouver sa lettre de noblesse.
Pour le gouverneur Amata Mamat Abdoulaye, en remettant ces matériels aux femmes, la première dame entend améliorer les conditions de vie de ses sœurs. Par cette occasion, nous devons tous agir de façon pratique et mobiliser hommes, femmes, à soutenir fermement les initiatives de la première dame. Ces matériels offerts gracieusement par la Fondation Grand Cœur vont permettre aux bénéficiaires d'exercer des activités génératrices de revenus au niveau de la province du Mayou-Kibi-Est. Le nouvel ambassadeur turc Kemal Kaycis a effectué ce matin une visite au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, une visite au cours de laquelle il a échangé avec les responsables de la dite institution pour la consolidation des liens d'amitié et de fraternité avec son pays. Au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, c'est une visite de courtoisie qu'entreprend le nouvel ambassadeur de la Turquie au Tchad, Kemal Kaycis. Le diplomate turc est venu échanger avec les hommes de Dieu afin de raffermir les liens de coopération qui existent entre son pays à travers l'instance supérieure islamique turque et cette institution religieuse. L'ambassadeur Kemal Kaycis loue la contribution du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad à la consolidation de la paix. Il promet œuvrer pour la finalisation des chantiers entrepris par son prédécesseur, tant dans le domaine social que religieux. Le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane, se félicite de cette visite de l'ambassadeur turc. Et nous avons échangé entre la relation entre le Conseil supérieur des affaires islamiques et le Conseil supérieur islamique du Turc à Ankara. Et nous avons ouvert cette relation avec les Diana turcs depuis 2014. Et nous avons aussi d'autres organisations islamiques de bienfaisance qui font beaucoup de choses ici. Et aussi nous avons le grand centre islamique qui est comme un don à la communauté islamique. Et il nous a rassuré que cet grand centre islamique, dans les jours à venir, va commencer. C'est avec l'esprit de faire de cette institution religieuse un partenaire crucial dans la coopération exemplaire entre le Tchad et la Turquie que l'ambassadeur Kemal Kaycis prend congé des responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Au bas de ce journal, cette information brève et image, la famille artistique tchadienne est en deuil. Le comédien colonel Diena n'est plus. L'artiste comédien a été assassiné par deux inconnus dans la nuit du lundi au mardi à Kousséri au Cameroun. Le corps a été identifié ce matin. L'artiste rentrait d'une tournée de spectacle au nord Cameroun. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Paix à son âme. Et sur ce, je ferme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à très bientôt, Inch'Allah.